Nous allons passer en revue 23 colloques. Ça peut paraître fastidieux, mais je vous invite à faire le pas de côté que j'ai appris à faire en pareilles circonstances et qui consiste à se dire c'est quand même une chance incroyable de pouvoir passer en revue autant de domaines de recherche, de sujets de débat dans des perspectives pluridisciplinaires. Et comme Edith l'a dit, pour vous rendre quand même ce moment plus agréable, nous avons réparti les colloques en différentes thématiques. Et donc, sans plus tarder, j'invite Mireille Kahl-Gruber à me rejoindre, ainsi que les 5 directeurs, co-directeurs qui vont venir présenter leurs colloques, à savoir Martial Poisson, Andrea Del Lungo, que je n'ai pas vue. Est-elle bien là? Est-elle... Ah, alors, il est là, pardon. Venez nous rejoindre. Françoise Pi et puis Tiffaine Samoyo. Est-il besoin de présenter à qui je cède mon fauteuil? On lui doit plusieurs colloques qui ont fait date autour. Installez-vous, Martial, ainsi que le directeur. Le moment venu, vous prendrez le micro, il vous suffira de l'ouvrir. Est-il besoin de présenter Mireille, de rappeler qu'on lui doit plusieurs colloques qui ont fait date autour d'auteurs comme Peter Handke, comme Jean Ricardou, comme Pascal Quignard? Non, il n'est pas utile de le faire. Il suffit de rappeler que Mireille est vice-présidente du conseil d'administration et je crois que ça suffit à ton bonheur. À tout à l'heure, dans 20 minutes. Merci à tous. Merci au président et à toutes les personnes qui ont présenté. Merci à toi, Sylvain, pour la présentation. Donc, je commence tout de suite. Je vous salue. Tiffaine Samoyo va nous rejoindre. Elle avait elle-même un comité, donc elle arrive. Je suis ravie de vous accueillir. Et donc, c'est d'abord la table littérature. Enfin, c'est pas une table, donc un panel littérature, puisque la littérature va occuper 5 colloques cette année à Cerisy. 5 colloques qui vont avoir affaire à 2 grands classiques et à 2 grands inclassables, plus un autre colloque. Alors, les 2 grands classiques, c'est Molière et Balzac, et les 2 inclassables, c'est grands inclassables aussi, Claude Cahun et Édouard Glissant. Et puis, donc, il y aura un colloque plus général sur les littératures exposées. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, nous allons commencer par Molière, c'est-à-dire par Martial Poisson, qui est professeur d'histoire culturelle, de littérature et d'études théâtrales à Paris 8. Et... Oui, je sais. Là, c'est plutôt le... c'est ça. Oui. Non, après, c'est pas... Oui, ensuite, ça sera le panel art. Oui, c'est... Oui, parce que Martial Poisson est dans 2 colloques, donc effectivement, c'est tout à l'heure. Donc, en outre, il dirige l'équipe Histoire, Politique et Socio-économie des arts, de la culture et de la création, et donc il est entre autres spécialiste de Molière. Il est notamment conseiller pour le quadricentenaire de Molière cette année, quadricentenaire de la naissance. Et donc, je signale parmi ces nombreuses publications l'ouvrage Molière, la fabrique d'une gloire nationale. Donc, le colloque s'intitule Molière en héritage, usage d'un mythe, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Désolé pour cette confusion. Comme je présente aussi quelque chose sur l'argent, évidemment, le visuel était trompeur. L'idée de ce colloque est d'essayer de prendre un petit peu à rebrousse-poil cette année de commémoration. C'est les 70 ans de Cerisy, mais c'est aussi donc les 400 ans de la naissance de Molière, auquel va succéder l'année prochaine l'anniversaire des 350 ans de la mort, cette fois-ci, de Molière. Donc, on a une sorte de communauté nationale qui se constitue autour de cette année de célébration, de commémoration et, j'oserais dire, de politique de la mémoire. Et le but de ce colloque, qui implique de nombreux acteurs en fait de cette commémoration, en particulier des commissaires d'exposition. Il y a 3 grandes expositions qui vont se dérouler cette année dans différents sites en France. Il y a un nombre assez incalculable de colloques. Il y a un certain nombre de publications pléthoriques. Et donc, on voudrait essayer de réfléchir sur ce que ça signifie aujourd'hui, au XXIe siècle, d'évoquer la question de l'écrivain national, d'évoquer cette figure qui est encore associée à
la langue, hein, la langue de Molière. Pourquoi cette expression de langue de Molière? Pourquoi cette mission d'ambassade également de Molière à travers le monde? Et donc, on va essayer de mener à bien 3 objectifs de réflexion. Le premier, c'est de déconstruire le mythe, essayer de comprendre comment 4 siècles d'histoire ont figé et fossilisé un certain nombre de stéréotypes qui, et moi je suis le premier d'ailleurs surpris cette année, sont encore extrêmement actifs, hein, comme si les Français avaient du mal à faire leur deuil du mythe, décaper la légende et simplement voir l'homme qui reste quand même assez génial, hein, même sans les croyances et les stéréotypes qui lui sont associés. Donc je pense que là, on a quand même une figure qui est assez unique en son genre, non pas forcément par la place qu'elle prend dans cette espèce de panthéon littéraire, mais par la structure imaginaire et inconsciente qu'elle a générée. Donc ça sera le premier objectif. Le deuxième objectif, ça sera d'essayer de réfléchir sur les médiations de l'histoire, c'est-à-dire Molière, source d'inspiration non seulement évidemment au théâtre et au cinéma, mais également dans la bande dessinée. Il y en a plusieurs qui sortent cette année, le roman graphique, les fictions radiodiffusées, voilà, toutes sortes de formats qui interrogent en fait cette position un peu éminente et presque séminale en fait de Molière dans l'histoire. Et enfin, et ça c'est peut-être la dimension la plus neuve, en tout cas au regard des publications qui existent jusqu'à présent sur le sujet, un Molière sans frontières, un Molière nomade, un Molière qui a rejoint la littérature monde, vu de l'étranger, et tel qu'il est perçu en dehors de cet hexagone qui a contribué à en faire comme ça une espèce de figure incontournable. Ce qui est très fascinant chez Molière, c'est que finalement, il a des effets d'écho et de résonance avec de très nombreuses cultures, y compris, et ça sera un des thèmes, des cultures où il est arrivé comme une sorte de produit d'importation imposé à travers notamment les instituteurs de l'enseignement colonial. Donc on essaiera de voir voilà, un certain nombre de réappropriations, de réemplois, voire de contre-emplois associés à cette figure qui est donc aussi une figure de déclinaison aujourd'hui. Enfin, déclinaison, pas au sens de déclin, vous l'avez compris. Merci. Merci beaucoup, merci. Je pense que ça va nous donner à découvrir un autre Molière. Alors, parallèlement à ce colloque, puisque vous êtes avec une autre thématique, va se tenir donc du 20 au 26 juin les littératures exposées. Quelle histoire? Alors, c'est moi qui vais dire 2 petits mots, puisque les 2 personnes qui le dirigent, David Martins de l'Université de Leuven en Belgique, ne peut pas être là, ni Isabelle Roussel-Gillet, qui est elle de l'Université d'Artois. Donc en fait, il s'agit dans ce colloque de considérer au 19e jusqu'au 21e siècle comment la littérature, qui est normalement une expérience d'abord intérieure et singulière et solitaire, a été diffusée et publiée grâce à des expositions. Et comment ces expositions, qu'est-ce que ça signifie exposer la littérature? Selon quelle modalité? Qu'est-ce qu'on expose? Est-ce qu'on expose l'auteur? Est-ce qu'on expose les instruments d'écriture et de réflexion? Est-ce qu'on expose l'environnement? Est-ce qu'on expose les manuscrits? Bien sûr, l'archive. Donc, on voit que ça va mobiliser énormément de personnes dans différents domaines, des archivistes, des scénographes, des commissaires d'exposition. Il y a toute la muséologie, la science de la communication également. Donc tous ces acteurs vont être représentés et vont réfléchir à cette question-là. Et il s'agira aussi, et je pense que ça c'est quelque chose de très intéressant, d'ouvrir à des publics nouveaux et notamment à des aspects différents et qui sont les maisons d'écrivains. Les maisons d'écrivains qui sont à la fois des lieux d'exposition, mais aussi des lieux de rencontre, de création et de transmission, puisque très souvent on demande aux résidents, aux écrivains en résidence de participer à la vie du lieu et à travailler avec les écoles, par exemple, ou avec les musées. Donc, ça sera, tout ce domaine-là qui va être envisagé aussi dans sa progression, dans son histoire, donc depuis le 19e jusqu'aux possibilités les plus récentes, avec évidemment, puisque David Martin est particulièrement spécialiste de la question, les visites virtuelles aussi, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de possibilités de virtualisation, d'exposition de la littérature et de tous ses tenants et aboutissants. Voilà, je n'en dis pas plus, puisqu'ils ne sont pas là, je ne peux guère parler davantage pour eux. Alors, ensuite, nous passerons à l'autre grand classique, Balzac. Et donc, c'est Andrea qui va nous en parler, qui est
à la Sorbonne et qui est spécialiste pas seulement de Balzac mais du roman au XIXe siècle. Alors vous avez publié beaucoup de... Aujourd'hui, ici, note bien la théorie également qui est le vôtre, la fenêtre, sémiologie et histoire de la représentation littéraire. Et puis également, vous avez littérature du savoir, sur également les femmes romancières, et puis romans, et notamment du Balzac. Et me paraît quelque chose de fondamental et qui va révolutionner notre approche de Balzac, c'est que vous êtes en train de travailler à la virtualisation, c'est-à-dire à la numérisation de la comédie humaine, ce qui va nous permettre de circuler de façon plus aisée dans cette... Donc, votre colloque s'intitule Balzac et les disciplines du savoir. Et je dois ajouter que c'est une tradition de Cerisy que d'avoir du Balzac, puisque tous les 20 ans, à peu près, il y a eu le colloque de 1981, celui de 2000, et le vôtre aurait dû avoir lieu en 2020, mais il a été reporté et reporté. Donc, en fait, vous étiez bien dans les 20 ans balzaciens. Je vous remercie de nous le présenter. Merci, Madame Calvebert. Et merci beaucoup aux organisateurs de cette journée. La voix qui me reste, c'est parce que je sors du Covid, mais je vous assure, je suis négatif depuis plusieurs tests, mais voilà ce qui me reste de voix. Alors effectivement, Balzac à Cerisy, c'est une tradition. C'est une tradition des années pleines, c'est-à-dire 80, 2000, et c'était en 2020. C'était prévu en 2020, on a dû évidemment le reporter. Donc, il s'agit de colloques qui ont fait date, mais dont les titres déjà montrent l'évolution de la critique littéraire et de l'idée même, finalement, de littérature au cours de ces 4 décennies, parce qu'en 1980, le titre était Balzac, l'invention du roman, donc on s'intéressait au genre et au code romanesque balzacien. En 2000, c'était Penser avec Balzac, donc c'était comment la fiction est un mode de pensée finalement du monde, avec une partie notamment philosophique. Et cette année, donc, ce sera Balzac et les disciplines du savoir, au pluriel, avec le sous-titre Science et représentation. Donc, ce qui nous intéresse, c'est effectivement là le lien entre la littérature et non seulement les sciences humaines et sociales, ce qui est souvent fait, et ce qui est l'une des perspectives précisément des études littéraires en ce moment, mais aussi avec des sciences plus éloignées, des sciences dures. Donc, nous aurons des interventions qui portent sur la relation du texte balzacien avec les sciences médicales de l'époque, bien évidemment avec les sciences naturelles, et ça c'est déjà plus connu, mais aussi avec la phrénologie, par exemple. Donc, tout un ensemble de disciplines positivistes, d'inspiration positiviste, qui ont façonné la manière de penser et avec lesquels le roman entre en résonance, même, je dirais, en dialogue. Donc, il y aura aussi des interventions sur le droit, sur l'économie, sur la sociologie, avec notre amie Françoise Gaillard, qui sera invitée d'honneur, la psychologie, bien évidemment. Donc, un ensemble de disciplines que... je pense que ce n'est pas mon micro. Un ensemble de disciplines qui trouvent, pour la première fois dans l'histoire, un terrain, on peut dire, littéraire, parce que Balzac, grâce aussi à l'ampleur de son œuvre, est le premier romancier à intégrer de manière systématique les savoirs de son temps à l'intérieur d'une œuvre fictionnelle qui est pensée comme un moyen de connaissance de la réalité, un moyen de connaissance complémentaire, autre, mais qui a la même dignité finalement que les disciplines scientifiques. Donc, il s'agit à la fois, et voilà les perspectives qu'on voudrait tracer, à la fois de voir quelles sont les disciplines qui ont pu nourrir le roman balzacien, donc de faire des études aussi de sources qui permettent d'imaginer cette bibliothèque virtuelle d'un écrivain qui a fondu ce savoir dans une fiction, bien évidemment aussi vaste que le perspective de voir de quelle manière ces disciplines ont pu fournir des paradigmes de connaissances qui sont à l'œuvre dans le roman et qui structurent cette représentation si vaste
de la réalité et du réel dans la fiction. Et enfin, troisième perspective, comment Balzac a pu, d'une certaine manière, aussi anticiper certains paradigmes disciplinaires. Le plus clair est celui de la sociologie. Balzac est un écrivain sociologue, avant que le mot sociologie ne soit prononcé pour la première fois en français, parce que c'est Auguste Comte qui en parle en 1839, alors que Balzac, en 1934, écrit La fille aux yeux d'or, où il nous donne, au début de ce roman, un admirable tableau des sphères de la population parisienne, qui sont autant de classes sociales, analysées dans leur niveau économique, mais aussi dans leur comportement. Dans les phénomènes aussi d'imitation et de distinction qui seront ensuite analysés par la sociologie contemporaine. Donc voilà, c'est une vaste palette de disciplines que nous allons analyser afin de faire dialoguer la littérature avec les autres disciplines, et aussi afin de essayer de trouver une légitimité pour les études littéraires, en cette époque où cette légitimité est souvent mise en question. Ça, c'est très important, oui. Merci infiniment. Et c'est vrai que il faut essayer. J'espère que vous aurez aussi des étudiants, une nouvelle génération qui va travailler sur Balzac. J'oblige mes doctorants à venir. Voilà, merci, formidable. Merci. Alors, vous serez en parallèle avec Claude Cahun, donc, c'est-à-dire avec Françoise Pi. Françoise Pi, qui est maître de conférence en histoire de l'art à Paris 8 et qui dirige la revue Mélusine, qui est spécialiste, disons, de tout ce qui touche le surréalisme et qui travaille depuis longtemps, d'ailleurs, aux côtés de Henri Béard. Vous êtes une habituée de Cerisy aussi, puisque en 2016, avec Henri Béard, vous avez dirigé le colloque L'Or du temps André Breton. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis vous, alors qu'on se tutoie. C'est le décorum ici qui m'y engage. Donc, André Breton, 50 ans après. Et c'est aussi un colloque qui s'inscrit dans le sillage de bien des colloques sur ces grands consacrés au surréalisme, Breton, Aragon, Pierre de Mandiargue assez récemment. Et donc aujourd'hui, Claude Cahun, vous avez intitulé ce colloque Claude Cahun, inclassable et exemplaire. Donc c'est un petit peu oxymorique, disons contradictoire. Merci beaucoup Mireille, merci beaucoup aux organisateurs du colloque. Alors, juste quelques mots. Donc, Claude Cahun est écrivaine et photographe. Elle a fait partie du mouvement surréaliste jusqu'à sa mort en 1954. Et elle était presque inconnue en tant que photographe. Et donc, elle est tombée dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte par François Leperlier. François Leperlier, donc, qui est le biographe de Claude Cahun, son spécialiste. Il a fait les grandes biographies analytiques. Il a édité ses écrits, 780 pages. En 2002, il a co-organisé toutes les expositions importantes qu'il y a eu au Jeu de Paume en 2011, à la Bibliothèque de Nantes en 2015. Donc, ce colloque, on va le faire donc avec François Leperlier, qui est le spécialiste de Claude Cahun, et puis avec Georges Sebag, qui est aussi un des plus grands spécialistes du surréalisme, qui a fait partie du mouvement de 63 à 69, qui a connu André Breton, etc. Donc voilà, on fait ça tous les trois. Et donc, à partir de la redécouverte de Claude Cahun, il y a eu beaucoup d'articles, des journées d'études, des colloques au Canada, aux États-Unis, en France. Et donc, elle a acquis une certaine célébrité assez récente. Et l'objet de ce colloque, c'est de mettre en perspective toutes ces nouvelles recherches et de faire le point sur la contemporanéité de Claude Cahun, voir ce qu'elle nous apporte aujourd'hui pour repenser notre présent. Et un des points forts du colloque, c'est qu'en fait, on a rassemblé des chercheurs du monde entier qui travaillaient justement sur elle. Donc, on sera 16 chercheurs, et parmi ces 16 chercheurs, 9 chercheurs résident donc aux 4 coins du monde, en Angleterre, Italie, Japon. On a 3 chercheurs japonais, Irlande, États-Unis, bien sûr. Et puis, bien sûr, des chercheurs aussi de différentes universités françaises, Paris 8, Nanterre, CNRS, Rouen, etc. Et donc, on va essayer de montrer un petit peu l'apport de Claude Cahun. Et on a centré chaque journée sur un point fort vraiment de l'œuvre de Claude Cahun. Alors, on a commencé par la première journée, c'était vraiment sur
l'identité, le genre, l'autofiction, l'autoreprésentation, parce que c'est surtout sur ces sujets-là qu'il y a eu des publications et qu'elle est connue. Et là encore, il y a des points de vue très différents. Et l'idée du colloque, ça sera aussi de confronter ces points de vue, bien sûr, dans un esprit pacifique, de tolérance et d'échange. Mais on a des points de vue différents parce que les féministes, les études de genre se sont emparés de ce thème. Et puis d'autres, comme François Leperlier, pensent qu'il faut relativiser cet aspect. Donc bon, on aura comme ça des débats, mais avec des spécialistes, justement, des questions de genre. On attendait Mireille, peut-être qu'elle viendra nous rejoindre, hein, qui est vraiment la spécialiste. Voilà, la spécialiste de la question. Et puis, on a une journée aussi sur alors, tout ce qui est plastique, hein, la photographie, les photomontages, les collages et les objets, parce qu'elle a réalisé beaucoup d'objets qui nous sont restitués par les photographies. Donc, toute une journée autour de ça, avec des spécialistes du photomontage, de la photographie. Et puis, une journée de théâtralité, parce qu'en fait, ces photographies sont des mises en scène et elle a elle-même touché au théâtre, donc au théâtre ésotérique dans les années 20, enfin, des années 20 jusqu'à la fin des années 29. Et puis, bon, une journée aussi sur la poétique, politique et éthique, parce qu'en fait, elle a une grande activité de résistance à Jersey. Elle a d'ailleurs, avec sa compagne, Claude Malherbe, Suzanne Malherbe, pardon, elle a été emprisonnée en 44, pardon. Elle a été emprisonnée et elle est restée presque 1 an en prison jusqu'à la libération. Et elles avaient été toutes les deux condamnées à mort. Et elles ont une activité qui est presque aussi surréaliste, avec des tracts signés Le Soldat Inconnu, des tracts, des sortes d'installations. Donc, il y aura toute une journée sur la politique, disons. Voilà. Oui, effectivement, ça sera passionnant. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps qu'elle a été découverte, mais qu'elle a déjà sa place vraiment exceptionnelle. Alors, je crois que Stéphane Samoyo n'est pas arrivé. Ben non, je vais dire 2 mots, puis c'est tout. Je vais dire 2 mots sur Édouard Glissant. Donc, je ne peux pas combler la présence de Tiffaine Samoyo, mais donc il s'agit du colloque sur Édouard Glissant qui a été intitulé Édouard Glissant, la relation mondiale. Vous avez les coordonnées là. Donc, il s'agit en fait, je vous lis la présentation qu'elle comptait faire. Ce voyage pendant 9 jours en compagnie d'Édouard Glissant à l'aventure d'une pensée monde concerne tous les domaines, d'une pensée littéraire offrant ses concepts jusqu'à l'écologie, au droit, à la politique et à l'ensemble des arts. Une pensée faite pour tenter de réparer des rapports abîmés, une terre blessée et un monde qui doit retrouver ses relations, c'est-à-dire à la fois ses récits. Bon, donc je pense que j'aurais bien aimé lui poser la question comment justement elle comptait apporter le tout monde dans ce lieu qu'est Cerisy avec les différents espaces, mais ça sera pour une autre fois. Vous irez voir comment elle s'y prend. Et alors, je voudrais utiliser les quelques minutes, je crois qu'il nous reste. Aucune quand même, je pose très vite une question, parce qu'au fond, j'ai affaire là à des colloques parallèles, et j'aimerais savoir comment, si vous avez pensé éventuellement avoir des rencontres avec ceux qui vont se trouver à côté de vous, même si c'est quelquefois très différent, comme Balzac et Claude Cahun, par exemple. Peut-être c'est plus facile pour les littératures exposées. Voilà, est-ce que... Parce que forcément, vous allez vous rencontrer pas seulement au repas, pas seulement dans le parc, mais peut-être vous pourriez avoir des soirées communes. Alors, c'est sûr qu'il va falloir qu'on en discute ensemble et qu'on envisage des liens. On avait pensé aussi par le biais des soirées. Donc, moi, j'avais pensé à un concert, justement, qui pourrait nous relier. Et puis, il y aura une soirée lecture. Et c'est pareil, ça sera donc Charles Gonzalez, hein, qui est un grand habitué et un grand ami aussi de toi. Charles Gonzalez qui fera des lectures croisées. Et on pourrait justement intégrer dans ces lectures des choses... Et d'ailleurs, il est très ouvert pour toutes sortes de lectures. C'est un grand comédien. Et donc, je pense que par le biais des soirées, déjà, on va créer des liens. Oui, tout à fait. Nous, on avait pensé faire 2 soirées sur les adaptations filmiques, précisément, parce que c'est d'une grande actualité, Balzac, avec 2 films cette année,
Bon, Illusion perdue et Genis Grandet qui a un peu moins de succès, mais on vient de trouver une copie d'une adaptation de La peau de chagrin muette, américaine, des années 10, et donc ce sera peut-être cette copie très rare qu'on va projeter un soir, et puis un autre soir quelque chose d'autre, mais bien sûr on va essayer de penser articuler. à des films. Donc voilà, on en parlera ensemble pour essayer. Oui, donc nous, le lien est tout trouvé effectivement entre exposer Molière et exposer la littérature. Et alors, on ne voulait pas forcer les choses en concevant d'emblée une activité commune, mais plutôt laisser les choses se détricoter et réfléchir à la fois sur la profonde ambivalence de ce terme, puisqu'exposer, c'est à la fois mettre en lumière et mettre en danger. On s'expose. Et peut-être aussi concevoir un atelier commun, voire peut-être un dispositif d'exposition dans le cadre des espaces cerisiers qui permettent de mener ce genre d'initiative, mais d'une façon qui sera probablement un peu improvisée aussi, et c'est le but. Merci beaucoup. On laisse la place